Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Le plan alerte enlèvement a été déclenché pour la première fois en France. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. La semaine qui s'ouvre sera marquée de main au plan judiciaire par la reprise du procédé. Bienvenue dans les minutes de l'horreur. Un proverbe dit que l'on ne naît pas mauvais, on le devient. Et c'est très souvent le cas quand on parle de tueurs. En général, on leur connaît une enfance plutôt difficile, qui peut, d'après certains psychologues, expliquer leurs actes. C'est souvent une enfance qui est remise en cause. Mais comment expliquer que certains de nos choix de vie, à l'âge adulte, peuvent nous bouleverser au point de commettre l'irréparable ? C'est le cas pour Jérémy Rimbaud, un homme avec une enfance normale, une éducation normale et une vie normale. Jusqu'au jour où l'un de ses traumatismes refait surface et qu'il va tuer un agriculteur de 90 ans avant de manger sa langue et son cœur. Aujourd'hui, dans les minutes de l'horreur, zoom sur le cannibale de Nouilhan. Jérémy Rimbaud a grandi dans les Hautes-Pyrénées, dans une famille normale où il a été élevé normalement. C'est ce qu'a confié son père à la Dépêche du Midi quelques jours après l'acte commis par Jérémy. En leur disant « Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a absolument rien à expliquer. Comment expliquer une chose pareille ? Enfin, personne ne le peut. On est une famille normale, on l'a élevé normalement, sans problème particulier. Enfin, on ne peut pas l'expliquer. » Et c'est vrai. Comment expliquer que son fils, celui qu'on a élevé, qu'on a aimé, qu'on a vu grandir, a un jour tué un homme innocent avant de cuisiner et de manger sa langue et son cœur ? Personne ne peut. À la fin de la décennie 2000, Jérémy Rimbaud s'est engagé dans l'armée, dans le régiment d'infanterie de chars marines de Poitiers, ou autrement appelé le RICM. Il a aussi fait un séjour en Afghanistan, de novembre 2010 à juin 2011. Et malheureusement, comme beaucoup de soldats au front, pour se donner du courage, Jérémy commence à prendre de la kétamine. Et lors d'une mission, Jérémy roule sur une mine avec son véhicule, mais sans la déclencher. Elle explosera quelques secondes plus tard, sous le char suivant. Un guet-apens qui avait été beaucoup médiatisé en France, car c'est ce jour qu'a succombé un caporal-chef du RICM, le 8 janvier 2011. Et c'est après son séjour en Afghanistan qu'il va suivre avec toute son unité une évaluation psychologique. À ce moment-là, un syndrome de stress post-traumatique est diagnostiqué. De nombreux soldats souffrent de ça en revenant d'une mission très difficile et où souvent, ils ont vu des gens mourir très violemment. Un médecin lui prescrit un traitement que Jérémy n'a jamais suivi. Et le 5 novembre 2013, Jérémy quitte l'armée en refusant une prolongation de son contrat, certain de trouver un travail dans le domaine de la peinture. Moins de 10 jours plus tard, le 13 novembre 2013, alors qu'il vit avec sa petite amie Marie, elle remarque un brusque changement de personnalité chez Jérémy. Comme si on avait pris possession de lui, et c'est là qu'elle va commencer à prendre l'initiative de filmer ses délires. Et c'est seulement 2 jours plus tard, le 15 novembre 2013, que Jérémy va sauvagement tuer un agriculteur de 90 ans. Que s'est-il passé ? Le suivi psychologique de Jérémy a-t-il été bâclé ? Comment un homme qui a subi des traumatismes horribles à la guerre a pu du jour au lendemain vriller et commettre l'irréparable ? Ce que Jérémy Rimbaud a vu et vécu comme soldat en Afghanistan peut-il avoir un lien avec ce qu'il a fait ? 7 ans après les faits et de nombreuses enquêtes, oui. Sinon, comment expliquer qu'en quelques heures, son comportement ait pu changer du tout au tout ? Revenons sur les faits. Il venait de quitter l'armée après 5 ans de service et un voyage en Afghanistan. Il n'en était pas ressorti indemne. Mais alors comment Jérémy Rimbaud a-t-il été pris en charge ? A-t-il fait l'objet d'un suivi psychiatrique, voire d'un traitement thérapeutique ? En général, c'est toujours le cas quand un soldat souffre de syndrome post-traumatique. S'ajoute à ça un suivi médical et un accompagnement social de l'armée. Malgré tout, les médecins de l'armée interrogés ont précisé qu'il n'a jamais présenté de signes préoccupants. Ses états de service ne montrent aucun problème, c'était un soldat tout à fait normal, et il avait même trouvé sa reconversion dans sa branche. Mais il avait refusé toutes sortes de traitements.
Jérémy Rimbaud a donc été rayé des contrôles de l'IRSM de Poitiers, sans traitement et sans suivi psychologique quelques jours avant le drame. Un soldat français qui rentre d'Afghanistan et qui souffre de stress post-traumatique, livré à lui-même en sortant de l'armée, c'est sûrement là qu'une erreur a été commise. On est obligé de se demander, et si Jérémy avait été suivi, qu'il avait pris son traitement, est-ce que tout ça aurait eu lieu ? On ne le saura malheureusement jamais. Quelques jours avant le meurtre, et en sortant de l'armée, il va vivre à Pau, avec Marie qui partage sa vie depuis un moment. Il restera chez elle plusieurs jours. Et c'est là que seraient apparus les premiers troubles chez Jérémy. Il était décrit comme quelqu'un de calme, d'équilibré, inconnu de la justice, et soudainement, on observe un changement de comportement chez le jeune homme. Il se met à tenir des propos incohérents et part dans des délires incompréhensibles, au point où sa compagne prend peur et elle va le filmer lors d'une de ses crises où il lui disait que c'était la fin du monde qui arriverait le 1er décembre. C'est le jour où il fallait fuir les flammes et qu'ils allaient s'envoler comme des oiseaux. 4 jours avant le meurtre, Jérémy Rimbaud prend la route et erre à pied entre Pau et Tarbes. Les gens qui le croisent le prennent pour un SDF. Et pendant quelques jours même après le meurtre, il sera décrit dans les médias comme le SDF cannibale. Par compassion, des habitants d'un village l'hébergent même une nuit et lavent ses vêtements. Mais alors, pourquoi se rend-il à Nouilhan, un village qui n'est absolument pas sur la route de Tarbes et où vit sa famille ? Il aurait expliqué avoir pris cette décision après avoir vu un livre de Sudoku. Il devait donc marcher vers le nord pour avoir le sud au cul. Un exemple des délires d'interprétation révélé par le psychiatre qui l'a examiné en garde à vue. Son périple l'a conduit dans un premier temps au domicile de sa première victime à Nouilhan. Il est rentré dans le domicile, il l'a abattu à l'aide d'une barre en fer qu'il a trouvée sur place. Et puis, il semblerait qu'il ait ensuite extrait, à l'aide d'un couteau Opinel qu'il a trouvé sur place, le cœur de sa victime et également un morceau de langue qu'il nous déclare avoir fait cuire avant de le manger. Toujours animé par ces messages qui le guidaient dans ses actes et qui lui disaient de faire ce qu'il devait faire. Le 15 novembre 2013, à Nouilhan, Jérémy Rimbaud erre dans les rues et croise par hasard Léopold, un agriculteur retraité de 90 ans. Jérémy, toujours dans son délire, le prend pour un taliban et s'introduit chez sa victime en lui fracassant le crâne avec une barre de fer ramassée dans une grange. Puis, il sort un couteau et alors que l'homme de 90 ans est encore vivant, il éventre sa victime pour prélever son cœur. Alors que sa victime est là, étalée sur le sol, avec le crâne fracassé, éventré, il va faire frire le cœur et la langue avec des haricots, puis il va les dévorer. Et avant de partir, Jérémy tentera de mettre feu à sa victime et à son domicile. C'est quelques minutes plus tard que son fils Alain, en rentrant de son exploitation agricole, va découvrir quelques petites flammes, mais surtout le cadavre mutilé de son père. Pendant ce temps, Jérémy a continué. Et dans la soirée, il va agresser un autre agriculteur, Jean Camille, qui travaillait sur son tracteur. Il va tenter de l'assommer avec un violent coup sur l'épaule, de la même barre de fer qui a servi à tuer Léopold. À ce moment-là, Jean a décrit Jérémy comme un homme avec un regard noir, une bouche crispée et une envie de tuer qui était presque incontrôlable. Mais il va parvenir à se défendre et repousser Jérémy qui va s'enfuir en courant. Il va revenir sur les lieux quelques minutes plus tard avec un fusil qu'il a dérobé dans une propriété pour tuer Jean, qui heureusement a eu le temps de partir. Et alors qu'il se promenait tranquillement avec son fusil, les gendarmes ont pu procéder à son interpellation sur le bord d'une route de campagne. Lors de sa garde à vue, Jérémy a tout avoué aux enquêteurs. Il leur a dit qu'il devait obéir à des ordres supérieurs, des voix qui lui disaient quoi faire. Des expertises psychiatriques complémentaires ont donc été ordonnées. Il avait été mis en examen pour assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, et avait entre-temps été interné au sein d'une unité pour malades difficiles de Gironde.
Et après plusieurs enquêtes, Jérémy a été décrit comme irresponsable de ses actes. Les experts psychiatriques ont unanimement considéré qu'il était atteint d'un trouble psychiatrique ayant entièrement aboli son discernement. C'est ce qu'avait déclaré le procureur de Pau, Jean-Christophe Muller. Conformément aux restrictions du parquet, le juge d'instruction chargé de l'affaire a donc rendu le 21 avril 2016 une ordonnance transmettant le dossier à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau pour constater l'irresponsabilité pénale de Jérémy. Mis en examen pour assassinat, tentative d'assassinat et atteinte à l'intégrité d'un cadavre, Jérémy ne sera donc jamais jugé pour tous les actes qu'il a commis, car dans la justice française, on estime que l'on ne peut pas juger une personne qui, au moment des faits, n'était pas elle-même. Aurait-on pu éviter tout cela ? L'armée a-t-elle joué un rôle dans le meurtre d'un homme de 90 ans et dans la santé mentale de Jérémy ? Encore une fois, on ne le saura jamais. Merci d'avoir suivi cet épisode des Minutes de l'horreur sur l'affaire du cannibale de Nouilan. Si ça vous a plu, vous pouvez partager ce podcast et vous abonner à notre compte Instagram, les Minutes de l'horreur. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour découvrir une nouvelle affaire criminelle. Et en attendant, faites attention et n'oubliez jamais que vous ne pouvez faire confiance à personne.